Bonjour. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui une quiche poire au saumon. On a de la tarte ratatouille chorizo ou alors tapenade aubergine tomate feta À Bagneux, les amateurs de tarte ont leur adresse. ou une boudin pomme réfort. Il y a 8 ans, Muriel a ouvert sa tarterie. Alors, nous, on va prendre 2 tartes, courgettes, tomates, mozzarella. Ok, c'est parfait. Merci. Merci. Depuis, chaque midi, les habitués se pressent pour venir déguster l'une des 20 recettes de sa création. Quiche raclette. La courgette, tomate, mozzarella. C'est parfait. C'est une cuisine, je dirais, à la fois simple et raffinée. C'est facile à manger, c'est agréable. En tout cas, moi je viens de loin pour la déguster, cette tarte. La tarte, Je vous souhaite bon appétit. c'est le repas convivial par excellence. Abordable et déclinable à l'infini. C'est super bon. Petit croustillant, une petite pâte au-dessus, les framboises et un petit peu de rhubarbe. C'est typiquement familial. C'est vrai que les tartes, c'est souvent les souvenirs d'enfance avec les grands-mères, donc c'est parfait. Souvenirs d'enfance, cuisine de nos grands-mères. Les tartes font partie de notre patrimoine culinaire. Pourtant, celles que nous achetons dans le commerce n'ont souvent plus grand-chose à voir avec les recettes d'antan. Chaque jour en France, nous dégustons plus de 2 millions de tartes et tartelettes, souvent d'origine industrielle. Comment sont-elles élaborées ? 8 fois sur 10, pour réaliser une tarte maison, nous recourons à des pâtes prêtes à l'emploi. Mais que sait-on vraiment des ingrédients qui les composent ? Été comme hiver, les tartes que nous achetons sont ornées de fruits à l'allure impeccable. Mais certains professionnels ont trouvé l'astuce pour faire baisser l'addition. Enquête sur les petits secrets de fabrication d'un emblème de notre gastronomie. Le samedi midi dans la famille Rosso, Je vais faire à manger. le repas est souvent fait à base de tartes. Quelques tomates cerises, des brocolis. Donc le chèvre. Aujourd'hui, en plat de résistance, ce sera une tarte fromage brocoli. Hop, les pommes du sud. Et en dessert, une tarte aux pommes. Pour Muriel et Benoît, tous deux cadres supérieurs, la tarte, c'est le plat qui sauve en fin de semaine. Aujourd'hui, avec les rythmes de vie qu'on a, avec le travail, c'est très pratique et ça convient à toute la famille. Bon, ben on va attaquer. C'est parti. Montre en main, Muriel et Benoît vont nous montrer que 3 quarts d'heure suffisent pour préparer ce repas complet. Il est super bon. Non, il est bon ou pas? C'est un produit apparu il y a quelques années qui a changé notre façon de préparer les tartes. La pâte prête à dérouler. On a toujours une ou deux d'avance. Ça permet au dernier moment de pouvoir faire une recette avec les ingrédients qu'on a dans le frigo. Un petit coup de ciseau, très rapide. On va l'étaler. Ça se fait tout seul. 1, 2, 3, hop. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre les ingrédients. Avec cette pâte miracle, préparer une tarte est un vrai jeu d'enfant. On va saupoudrer un tout petit peu de sucre. 13 minutes de préparation et les tartes sont déjà prêtes à être enfournées. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre les 30 minutes de cuisson. « 46 minutes 14. Voilà le travail. Super tarte. Allez, on va découper. Voilà. Un repas complet, pas cher et vite préparé. Bon appétit. Bon, ben, bon appétit. Les pâtes à dérouler font l'unanimité. Trop bon. Alors, quelle note tu lui mets à papa? 10. 10? Ah, c'est pas Waouh! Mais que contiennent-elles vraiment? Et comment se sont-elles invitées à nos tables? Alors avant toute chose, madame, je vais vous demander quels sont les ingrédients que vous utilisez pour cette tarte. Je vais vous faire voir. 250 g de farine, le beurre, coupé en petits morceaux, À la fin des années 60, pour préparer une tarte, et vous mettez un petit peu d'eau. Vous n'avez plus qu'à mixer le tout. il fallait mettre la main à la pâte.
Il fallait aussi lancer la recette 1 à 2 jours à l'avance. Si vous la faites l'avant-veille, c'est très bien, toujours à mettre au frais bien entendu. Un exercice contraignant à une époque où le rythme de vie s'accélère. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler. En cuisine, le temps manque. Un industriel l'a bien compris. Dans les années 70, il lance un produit qui va tout révolutionner. Si les pommes sont bonnes, si les pommes sont bonnes, la tarte sera bonne. Mais qu'est-ce qui rend la tarte si bonne? Prends celle-là. La pâte prête à rouler donne rôle. Mais qu'est-ce qui rend la tarte si bonne? La pâte se présente sous la forme d'un pâton qu'il faut encore étaler. D'y mettre ce que vous aimez, du sucré d'enfourner. Mais qu'est-ce qui rend la tarte si bonne? 40 ans plus tard, vendues sous forme de rouleaux, les pâtes ont envahi les rayons de nos supermarchés. Souvent, je prends celle-ci. À chaque seconde qui passe, il s'en vend une douzaine. Voilà, celle-là, la pâte feuilletée grand-mère. épaisse. Une manne de plus de 300 millions d'euros par an que se partagent 3 grandes marques. Herta, Croustipat et Marie. La marque a accepté de nous ouvrir ses portes. Le fabricant s'est lancé dans l'aventure il y a une vingtaine d'années. À l'époque, il est surtout connu pour ses plats cuisinés. Aujourd'hui, les pâtes représentent 1/3 de son chiffre d'affaires. La marque est devenue le numéro 2 du secteur. Les Français aiment la sablée particulièrement pour les desserts. Ils aiment la pâte brisée pour sa polyvalence et sa facilité. Mais la pâte reine, en fait, c'est la pâte feuilletée, qui est de loin la préférée des Français parce que c'est une pâte qui est difficile à réaliser à la maison. Pour imposer son produit, l'industriel a réalisé de nombreux tests au fil des ans. Son objectif, simplifier à l'extrême le travail du consommateur. Ça va bien? Ça va, merci. Alors bon. La grande fierté de la marque, c'est d'avoir mis au point une pâte qui se déroule en un clin d'œil. Il faut que la pâte se déroule vraiment bien. Au début, on pouvait avoir quelques réclamations de la part de nos consommateurs. Il pouvait se produire des phénomènes de collants lorsque le consommateur déroulait les pâtes à tarte. Mais la qualité d'une pâte se juge surtout après cuisson. On met 2 cuillères de compote et 1 pomme et demie. Pour améliorer la recette, plusieurs fois par an, les cadres de l'entreprise préparent des tartes comme à la maison. On coupe? Et comme à la maison, ils les dégustent. Couleur, goût, tous les paramètres sont scrutés. Le croustillant, par exemple, s'analyse à l'oreille en cassant la croûte. C'est bien ça. Le premier paramètre en fait qu'on regarde, c'est effectivement le développement de la pâte, le feuilletage sur les côtés. Ce qui est intéressant ici, c'est que on a différentes alvéoles qui se sont créées, qui apparaissent. Donc c'est un joli développé, régulier et qui donne quelque chose d'aérien. Cette découpe-là, si elle est belle, c'est la promesse d'une bonne dégustation. Aujourd'hui, si la marque continue de retravailler ses pâtes, c'est autant pour en améliorer le goût que pour garantir une tarte au résultat inratable. C'est, paraît-il, l'exigence principale des clients. La pâte à tarte est probablement meilleure que celle d'il y a 20 ans, mais surtout, elle est plus régulière. Et ça, c'est un travail année après année après année qui permet d'avoir des recettes qui sont conçues toujours à l'identique. Comment la marque est-elle parvenue à standardiser la fabrication de la pâte feuilletée, pourtant si délicate à réaliser ? À la maison, l'étape sensible, c'est l'incorporation du beurre. À peine sorti du frigo, encore bien dur, il doit être aplati pour être enveloppé dans la pâte. Pour un bon feuilletage, il faut ensuite étaler et replier le tout à plusieurs reprises. À quoi ressemble donc la version industrielle de cette recette ? L'usine Marie, à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Chaque jour, 80 000 pâtes sortent de ces chaînes, 20 millions par an. Avec de tels volumes, la main du pâtissier a dû céder la place au bras des robots.
Mais le directeur de l'usine, Jean-Michel Pelé, l'assure, la recette, elle, est bien la recette d'origine. On est reparti d'un livre de cuisine et on s'est interdit d'utiliser d'autres ingrédients que ce qui est prévu dans une pâte fabriquée par un bon pâtissier. Donc à savoir de la farine, du beurre, de l'eau, une pointe de sel et une pointe de vinaigre pour la conservation de la pâte. Pour obtenir un résultat constant toute l'année, l'industriel a quand même dû adapter un peu la recette. Ce matin, chaleur oblige, la préparation de la pâte commence avec 25 kg de glace pilée. L'ennemi du fabricant, ce sont les variations de température qui peuvent gâcher toute une production. On cherche à avoir une température constante entre 16 et 18 degrés du 1er janvier au 31 décembre. Donc il faut compenser par le fait de remplacer de l'eau par de la glace pour abaisser la température. Pour fabriquer sa pâte feuilletée, la marque a aussi dû s'adapter aux quantités industrielles de matières premières. Comme les 1000 tonnes de beurre annuel qui arrivent sous la forme de blocs de 10 kg. Une machine est spécialement chargée de l'aplatir. Cette pompe pousse le beurre, le fait passer par ce tuyau et il arrive ensuite ici et on va le déposer délicatement. On va commencer à former le sandwich. Le sandwich, c'est la première étape, celle où le beurre est incorporé dans la pâte. Donc Anas est en train de prélever une petite partie du sandwich. Régulièrement, l'industriel doit vérifier les pourcentages de matières premières. On a bien notre couche de beurre et on va mesurer que cette couche représente bien 22% de la quantité globale de ce morceau de pâte. 22%, c'est le pourcentage de beurre qui figure dans la liste des ingrédients de la pâte. Alors on doit s'assurer qu'on respecte la recette, donc de ne pas mettre moins 22% et en aucun cas d'en mettre trop pour ne pas augmenter le coût de revient de notre pâte. Le pourcentage de beurre est conforme, les couches de feuilletage peuvent commencer à se superposer. L'opération va durer 2 heures, dont 30 minutes de repos. La pâte est prête, il ne reste plus qu'à la découper. Pour s'assurer de la régularité parfaite du rond, chaque disque est flashé. On va prendre une photo de chaque pâte et s'assurer qu'elle fait le bon diamètre et qu'il n'y a aucun défaut. Et s'il y a un défaut, je peux en générer un par exemple, le produit va être éjecté automatiquement et le produit n'ira pas chez le consommateur. Si la fabrication des pâtes pur beurre est assez proche de la recette traditionnelle, elle ne représente en fait que 10% du marché. En cause, un coût de fabrication trop élevé. Une pâte à dérouler pur beurre est une pâte haut de gamme à cause du prix du beurre. C'est une matière grasse qui est très chère. Donc le prix de revient sorti usine est plus élevé que le reste du marché. Vérification dans un hypermarché de la région parisienne. Dans ce rayon pâte à dérouler, le pur beurre de Marie est vendu 1,44 € pièce. Mais on trouve des pâtes feuilletées jusqu'à 30% moins chères. Celle-ci est proposée à 1,22 €, celle-là à 1,06 €. Des produits abordables qui ont les faveurs des clients. Mais que contiennent-ils vraiment ? Vous connaissez la composition sans regarder? Il y a surtout du beurre. Il y a surtout du beurre, Et de là la farine. Ben, je pense qu'il y en a aussi. Hein. Vous connaissez la liste des ingrédients? Non. C'est de la merde. Je vais regarder, je vais vous dire ça. Farine de blé. Ce produit contient de l'huile de palme. Palme, c'est pas terrible. Ah oui, palme. Je vois qu'en fait, il n'y a pas de beurre. J'étais convaincue qu'il y avait du beurre. C'est pas la recette traditionnelle. Non. On n'est plus dans quelque chose de très naturel, ça c'est sûr. Bah, du coup, tu vas la reposer. Je te ferai un clafoutis, ça sera meilleur. Si la plupart des marques préfèrent fabriquer leurs pâtes à base d'huile de palme, c'est parce qu'elles coûtent 6 fois moins cher que le beurre. Mais comment expliquer que la plupart des clients n'imaginent pas qu'il y a de l'huile végétale dans leur composition ? Mégane Gorbani a sa petite idée sur la question. Elle travaille pour Foodwatch, une organisation qui traque notamment les étiquetages trompeurs.
Pour elles, les grandes marques recourent à des techniques marketing pour induire le consommateur en erreur. Exemple, avec cette pâte à base d'huile de palme que Marie commercialise en plus de ses produits pur beurre. Et bien là, on a une nappe Wi-Fi en arrière-plan, on a une mention qui est tout simplement, et on met aussi en avant un côté sans additifs, on met en avant aussi un côté français de la farine. Pour autant, là aussi, on retrouve de la graisse de palme. Mégane va nous montrer que le leader du marché, Erta, recourt à des appellations encore plus ambiguës. On voit écrit la mention trésor de grand-mère. On s'attend à retrouver des ingrédients que pouvait potentiellement utiliser notre grand-mère. On a du mal à imaginer nos grand-mères en train d'utiliser de l'huile de palme. C'est une arnaque sur l'étiquette, c'est le simple fait de promettre quelque chose aux consommateurs et aux consommatrices et ne pas respecter sa promesse pour les fabricants. Souvent, les pâtes à base d'huile de palme contiennent d'autres ingrédients surprenants, en plus des produits utilisés dans la recette traditionnelle. On retrouve certains de ces ingrédients en commun, on retrouve du sel et de l'eau, mais malheureusement les industriels utilisent d'autres ingrédients. En plus de l'huile ou de la graisse de palme que l'on voit ici, les industriels ajoutent de l'huile de colza. Pour donner une teinte dorée proche du beurre, ils utilisent un colorant comme du bêta-carotène. Certains ajoutent aussi de la L-cystéine, un additif destiné à assouplir la texture de la pâte. 8 ingrédients au total, quand 4 seulement sont nécessaires à la fabrication d'une pâte feuilletée. On est vraiment loin de la recette traditionnelle. On a la présence d'additifs qui étonnent et qui surprennent les consommateurs. Avant de choisir sa pâte à tarte, mieux vaut donc scruter de très près la liste des ingrédients. Pour une bonne tarte, la pâte ne fait pas tout. Il faut aussi une bonne garniture avec de beaux fruits. Les tartes à base de fruits constituent le dessert préféré des Français. Se faire plaisir tout en consommant des vitamines, un Graal. Mais dans le commerce, en matière de tarte, il y a fruits et fruits. En région parisienne, nous avons rendez-vous avec 2 amoureux de la tarte. Dans leur boutique, Karen et Alexis jouent la carte des fruits frais. Ils les déclinent sous forme de tartelettes individuelles ou encore de tartes grand format à partager à plusieurs. Tu veux combien de tartes? Alors on va faire 20 fraises, Ok. 15 citrons et 15 citrons meringués. Ok, d'accord. Chaque matin, dans son laboratoire, Alexis façonne ses pâtisseries en fonction de l'inspiration du jour. Sa spécialité, la tarte aux fruits rouges. Donc une couronne de fraises. Et dans le milieu, je vais mettre un mélange de fruits rouges. Fraises, framboises, mûres et myrtilles. C'est plus joli. Ce qui déclenche la vente, c'est le visuel déjà. Pour les clients, si c'est joli, c'est bon. Quelques petites framboises. Voilà. C'est léger, c'est frais. Ah, on ne peut pas résister. Et pour rendre ces tartes encore plus irrésistibles, Alexis a sa technique. C'est un nappage à base d'abricots pour donner de la brillance. Avec l'éclairage de la vitrine, ça va briller encore un peu plus. En boutique, à peine disposées, les tartes d'Alexis s'arrachent. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tarte aux fraises et tarte aux pommes. Les tartes aux fruits préférées des Français, ce sont celles aux fraises et aux fruits rouges. En tout cas, ça tape à l'œil. Le rouge vif, ça attire le regard. C'est comme pour les roses pour les femmes. Ça donne envie, c'est sexy. Si je pouvais les manger toutes, je les mangerais toutes. Il vous fallait autre chose avec? Généralement, une fois par semaine, madame mange de la tarte aux fraises. Ah, surtout les fruits sont frais, donc on n'hésite pas dans ces moments-là. Ces fruits frais qui séduisent les clients, Alexis se les fait livrer directement de Rungis. Super. Selon la saison, myrtilles, fraises ou framboises arrivent directement de France, de Belgique ou d'Espagne. Merci. Aujourd'hui, le pâtissier en a acheté pour 300 €. Certains mois,
l'addition s'envole. Alors, en décembre, c'est 1385 €. En septembre, c'est 1345 €. Voilà. Sur une année, le budget fruits est l'une de ses principales dépenses. Par an, ça fait 11 580 € en fruits. Ce qui lui coûte le plus cher, ce sont les fruits frais en plein hiver, en particulier la framboise, que les amateurs de tarte apprécient tout particulièrement. Les framboises, au mois de mars, je les touchais à 3,20 € les 125 grammes. Ça équivaut à 25 € du kilo. Ces framboises, achetées à prix d'or, Alexis les utilise avec parcimonie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 framboises. Pas 10. Pas 10, 9. Si le pâtissier en est réduit à compter le nombre de framboises, c'est parce qu'elles représentent la principale dépense dans la fabrication d'une tartelette. La pâte, avec son beurre et sa farine, c'est 20% du coût de la matière première. La crème pâtissière, 5%. Quant aux framboises, en moyenne, elles représentent jusqu'à 75% du coût total. Le prix des fruits est donc stratégique. Pour réduire leurs coûts de fabrication et augmenter leurs marges, certains pâtissiers font appel à des fruits 3 fois moins chers. Comment font-ils? Le plus souvent, ceux qui recourent à ces produits préfèrent entretenir le flou sur leur provenance exacte. Dans cette boulangerie, difficile de connaître l'origine des framboises qui garnissent ces tartelettes. Viennent d'où les framboises? Alors honnêtement, là j'en sais rien. C'est les sociétés, elles ont ça, c'est par petit conditionnement pour pas qu'elles soient abîmées et elles sont très bonnes. Deuxième test dans une chaîne de boulangerie industrielle. Ici, la grande tarte à la framboise est un produit d'appel. Elle est proposée à 8,90 €. Elles sont pas chères, vos tartes framboises, vous faites comment? Il faut le demander derrière. Derrière au patron? C'est les patrons qui le font, c'est pas nous. D'accord. Pourquoi cette gêne? D'où viennent donc ces fruits? Niché dans la montagne ardéchoise, un entrepôt. L'usine de Roger Descours. Son nom ne vous dit probablement rien, c'est pourtant l'un des plus grands négociants en fruits français. Il en achète et en vend plusieurs dizaines de milliers de tonnes chaque année. Là, vous avez de la prune. Hein? Et là, vous avez de la quetch. Ensuite, vous avez de griottes. Ces fruits finissent dans nos yaourts, nos confitures et dans de nombreux gâteaux élaborés par les boulangers de quartier et les grands industriels. Son produit phare, c'est la fameuse framboise, dont les fabricants de tartes sont très friands. Pas mal, non? Ces fruits, que l'on pourrait croire tout juste cueillis, sont en fait stockés depuis des mois. Quand on prend des framboises comme ça, regardez voir, c'est incroyable, mais vrai, on les croirait fraîches. Hein? Ça, avec ça, les clients sont heureux, vous voyez? Un fruit frais qui ne l'est pas vraiment, un produit cher vendu à prix cassé. Quel est donc le secret de la framboise de Roger? La réponse se trouve au-delà de l'équateur, au Chili, et plus précisément au sud de la ville de Linares. Avec ses cultures à perte de vue, le Chili est l'Eldorado des négociants à la recherche de fruits low cost. C'est là que nous retrouvons l'importateur français. Regarde ça, c'est impressionnant. Regardez les noisettes. Hein. Ces noisettes, par exemple, servent à fabriquer une célèbre pâte à tartiner. 50 hectares de noisettes. Et ici, il n'y a pas que les fruits secs. Il y a du kiwi, il y a du raisin. 2 fois par an, Roger Descours se rend dans la région. Avec Julien, son assistant, ils partent à la recherche des framboises qui serviront à fabriquer nos tartes en France. On a dans des routes là, soit pas à 2 mètres avec la poussière. On y arrive. Ah.
En plein mois de février, ici, c'est l'été. Dans les champs de framboises, la cueillette bat son plein. Bonjour. Bonjour, tout va bien? Oui, oui. Cette région du Chili bénéficie d'un climat exceptionnel qui favorise des récoltes abondantes. On a un soleil qui est très fort, un été qui est très long. Les hivers sont très pluvieux, donc on est gorgé d'eau. Donc on est dans des conditions idéales avec une terre gorgée de minéraux, donc qui donne des fruits très savoureux. Pour la tarte, ce que les négociants recherchent, ce sont des framboises d'une couleur bien particulière. Voilà. Voilà, ça, vous voyez? Ça, c'est pas assez mûr. Ça, c'est trop mûr. Voilà. Cette colorimétrie à peu près, vous voyez? C'est bien. Hein, rose framboise. La couleur indique le degré de maturité. La framboise est un fruit délicat. Trop mûre, elle ne supporterait pas les nombreuses manipulations qui l'attendent. C'est une belle qualité d'ivoire. Ouais. Ouais, bonne. Hein. Pour la tarte, il faut des framboises intactes. Lors de la cueillette, pas question de maltraiter le fruit. Ce qui est très important, c'est la manipulation des fruits, c'est-à-dire qu'en aucun cas on va les écraser. Quand on prend une framboise comme ça, éviter de l'aplatir finalement. Il faut qu'elle ait sa forme ronde qui va servir pour ensuite mettre sur la tarte et la maintenir droite. Ce travail minutieux nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Pour les importateurs français, l'intérêt du Chili, ce sont ses bas salaires. Vous gagnez combien? 1 euro. 1 euro pour? 1 euro par cagette. Et vous mettez combien de temps pour remplir une cagette? Une demi-heure. Ça me fait 2 euros de l'heure. On gagne juste de quoi survivre. Mais c'est mieux que rien. Le faible coût de la main-d'œuvre locale n'explique pas à lui seul le bas prix des framboises que Roger fournit aux fabricants de tartes. Ça fait 2640 plus 50. Le vrai secret de la framboise low cost chilienne se trouve à quelques kilomètres de là. À peine cueillis dans les plantations, c'est vers cette usine que les fruits sont acheminés. Comment allez-vous? Vous avez vraiment bonne mine. Ici, les framboises vont subir un traitement de choc. Sur une centaine de mètres, elles sont soumises à un froid extrême. On appelle ça les tunnels continus. Ça surgèle en 15 minutes, 20 minutes, à moins 38. À la sortie du tunnel, la framboise est aussi dure qu'une bille de glace. Sous cette forme, elle sera moins coûteuse à stocker et à faire voyager que du fruit frais. Avant de passer commande, Roger veut d'abord vérifier la qualité de la production. Ça, c'est pas beau, hein? Et l'importateur est d'un naturel méfiant. Ouais, la qualité, c'est pas superbe, hein? Et ici, c'est notre meilleure qualité. Roger n'est pas convaincu. Pour en avoir le cœur net, il décide d'aller fouiller d'autres sacs, à l'écart. Tu sais qu'on peut vider ça? Les responsables chiliens n'avaient pas prévu ce scénario. S'il est vachement déformé, hein. Non, mais arrête, c'est pas la peine, hein. On va à la cata avec ça, nous, hein. Regarde. Mais regarde. Il y a 20% de merde. Non, plus. Non, ça va pas, ça, hein. Hey. C'est quoi le problème? Elles sont toutes aplaties. Regarde celle-là, là. C'est pas bon, ça. En France, ça passe pas sur les tartes. Les responsables de l'usine décident de lui soumettre un autre lot de framboises d'une qualité supérieure. Hein? Ah! Ok! Ah, voilà!
Alors là, c'est extra. Ça peut aller sur les tartes. Il n'y a pas trop de déformés, pas de moisissures. Il n'y a rien à dire. Et encore dehors, tiens. Professionnel, hein. Ultime contrôle. Voilà. Venez voir ici les gamins, là. Roger veut vérifier la couleur des framboises à la lumière du soleil. La framboise, alors, jamais sous des néons. Alors regarde, à l'état naturel. C'est magnifique. Voilà. Ça, c'est probablement la meilleure qualité de framboise qu'on puisse obtenir. Qualité premium, pour faire une tarte formidable. Chaque année, l'importateur achète et achemine vers la France 3 à 600 tonnes de framboises chiliennes pour les tartes. Un périple de 5 semaines. Fraîches, les framboises auraient dû voyager par avion. Surgelées, elles sont acheminées par bateau. Un transport 5 fois moins cher. Surgeler le fruit pour qu'il voyage à moindre coût, c'est le secret de la tarte aux framboises premier prix. De retour en France, il reste un problème à résoudre. Lorsque le consommateur achète sa tarte au rayon frais d'une pâtisserie, il n'a pas envie de se retrouver avec des fruits décongelés. Elle est bonne, hein? Vous la goûtez? Le surgelé en France, c'est bien malheureux de vous le dire, c'est pas dans les coutumes. Quand on parle surgelé, qualité, non, ça n'a rien à voir. Pour contourner le problème, Roger a mis au point une technique. Avant d'envoyer un lot de framboises surgelées aux fabricants de tartes, il en prélève quelques-unes pour les soumettre à un drôle de test. Celle-ci arrive de Serbie. Martine a disposé ses framboises comme sur une tarte pratiquement pour faire un test à la décongélation. Grâce à cela, on peut faire une sélection des framboises parce que quelquefois, on a des framboises qui ne tiennent pas. Au fil des minutes, l'échantillon décongèle. Certaines framboises relâchent plus de jus que d'autres. Les lots de framboises surgelées les moins présentables finiront dans les yaourts ou la confiture industrielle. Les autres partiront chez les fabricants de tartes qui pourront les faire passer pour fraîches une fois décongelées. Du fruit frais surgelé, décongelé pour revenir en frais. C'est quand même formidable, non? Mais est-ce que le consommateur en pâtisserie sait que c'est du décongelé rendu frais? J'en suis pas si sûr que ça. Hein? Formidable, regardez-moi ça. Du fruit surgelé, messieurs les consommateurs. Incroyable mais vrai. Faire passer du fruit décongelé pour du fruit frais. Une pratique discutable, mais qui permet de diviser par 3 les coûts de production d'une tarte. Aujourd'hui, rares sont les fabricants à résister à un tel argument. À Falaise, en Normandie, nous avons rendez-vous avec une entreprise qui refuse de céder au tout surgelé. Depuis près de 30 ans, Tarte Frais fabrique des tartes pour les grandes surfaces. Normandie oblige, ici le fruit de prédilection, c'est la pomme. N'allez surtout pas demander à Marina, la patronne, si elles sont fraîches. Bien sûr qu'elles sont fraîches, nos pommes. Oh oui. L'entreprise joue la carte de la tradition. Les pâtes pur beurre sont cuites dans des moules à l'ancienne. Et les pommes sont posées à la main, comme autrefois. Il n'y a que des femmes. Je pense que ces dames ont déjà vu des hommes passer, mais ils ne sont pas restés. Voilà, il faut de la dextérité, de la rapidité. Elles ont des doigts de fée. Pour confectionner manuellement les 2000 tartes quotidiennes aux pommes, il faut 8 salariés. Une dépense conséquente que Marina assume. Il n'y a que nous qui savons faire cette forme-là. Voilà, une tarte, c'est pas que de la matière première, c'est des gens qui l'ont fabriquée. Mais aujourd'hui, Marina doit affronter des concurrents qui ne travaillent pas avec les mêmes contraintes. Ces dernières années, elle a vu surgir toutes sortes de produits qui permettent de fabriquer des tartes à des prix défiant toute concurrence. Hop, je vais taper disque de pommes surgelées. Ce disque de pommes surgelées proposé par un grand fournisseur est principalement fabriqué en Pologne. Il n'a plus qu'à être déposé sur un fond de tarte. Un disque de pommes, ça perd un peu son charme quand même. Pourquoi la Pologne, à votre avis?
Moi, j'imagine que le commun d'œuvre n'est pas le même, évidemment. C'est très frustrant. Récemment, Marina s'est vue proposer un produit encore plus surprenant. La demi-fraise enrobée surgelée. On a enlevé l'eau du fruit, donc il a été déshydraté, et on réinjecte une solution très sucrée pour que le produit se conserve plus longtemps, et notamment qu'il tienne à la décongélation. Parce que voilà, la fraise, c'est un fruit fragile. Une fraise qui a été congelée naturellement et décongelée naturellement, enfin vous le faites chez vous sur je sais pas, des fraises du jardin, au bout de 24 heures, même pas, ça a dégorgé, ou ça flétrit. Ça vous tente pas? Non, ben non, c'est pas une tarte aux fraises, quoi. Si de nombreux fabricants de tartes se tournent vers les fruits surgelés, ce n'est pas uniquement à cause de leur prix. La gestion des fruits frais n'est pas de tout repos. Ce matin, justement, sur la ligne de fabrication des tartelettes, les fraises se font attendre. Vous devez me rappeler qui ne me rappelle pas. Marina est inquiète. Elle doit livrer plusieurs grandes surfaces cet après-midi. Ah, ça y est. À midi, donc dans une demi-heure. D'accord. Merci. Normalement, ils auraient dû y arriver il y a à peu près 1 heure. Donc on est avec le fournisseur. Mais il est en train de chercher la palette, justement. Je pense qu'on va s'arrêter là, et puis on va reprendre dès qu'on aura des nouvelles des fraises. En attendant les fraises, il faut stopper la production. Une demi-heure plus tard, les fraises ne sont toujours pas arrivées. Marina décide d'aller aux nouvelles. Attends, juste 2 secondes. Tu viens juste charger ou tu ramènes des fraises? D'accord, bon, on attend les fraises. Donc non, il vient charger, c'est pas les fraises. Dans 10 minutes. Ok, voilà, c'est comme ça. Donc c'est plus midi, ça va être 12h30. Il y a un autre camion qui arrive bâché, je ne sais pas. Vous êtes venu charger ou décharger là? Les deux. Pas des fraises? Non, pas. 13h, toujours pas de fraises en vue. Alors, il y en a un qui vient de tracer tout droit, alors on va voir. Si c'est bien des fraises, il va tout droit. Il va tout droit, il va tout droit. Des fraises. Alléluia. Avec 2 heures de retard, l'opération tartelette commence. Il y en a 500 à garnir. Malgré la mobilisation générale, impossible de finir dans les délais. Marina se rend à l'évidence, ces tartelettes ne prendront pas la route à temps. Il faut avertir les supermarchés que la marchandise n'arrivera que demain. Tartelette de fraises. Oui. T'as eu les clients du coup pour les informer des ruptures ou pas? Je vais les appeler là, j'ai 2 magasins directs. D'accord. Au total, 8 grandes surfaces vont se retrouver en rupture de tartelettes aux fraises. Oui, bonjour, Sabrina, Société Tarte Frais. Est-ce que je pourrais avoir Sylvie à la boulangerie, s'il vous plaît? Le genre d'incident qui peut ternir l'image de l'entreprise. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Forcément, si c'est comme ça tous les matins, à un moment donné, ils vont plus nous commander de tarte fraises, ce qui sera totalement compréhensible. Mais non, là, voilà, c'est exceptionnel, j'espère. Mais ça fait partie du frais. Je vous appelle pour vous prévenir que sur votre livraison, vous allez avoir 2 colis de tarte aux fraises en rupture. Désolée, bonne fin de journée, au revoir. Sans compter qu'en France, de nombreuses grandes surfaces ne se contentent pas d'acheter des tartes à base de fruits surgelés. Bien souvent, c'est la tarte tout entière qui arrive congelée en magasin. Exemple dans cet hypermarché. Excusez-moi monsieur, il y a un rayon pâtisserie fraîche ici? Oui, au fond du magasin là-bas. Merci. Dans ce rayon boulangerie-pâtisserie, le rayon des tartes est bien achalandé. Elles semblent toutes avoir été fraîchement préparées sur place. C'est en tout cas ce qu'imaginent les clients que nous croisons. C'est du frais, vous voyez ou Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Et à quoi vous reconnaissez que c'est du frais? Bon, bah, vraiment, je sais rien, mais normalement, je dois dire que j'en rien ici. Ce client nous explique qu'il regarde l'aspect de la tarte à travers l'emballage. J'en ai mangé 2, c'est bon. En fait, cette tartelette, comme bien d'autres, a été décongelée le matin même. C'est indiqué, mais en tout petit, à la fin de la liste des ingrédients. Excusez-moi madame, vous avez une bonne vue?
Je voulais savoir si ça c'est un produit décongelé ou pas. Une mention si discrète que la plupart des clients ont du mal à la repérer. Mais c'est pas marqué en tout cas. C'est pas marqué. Normalement, ça doit être indiqué. Ultime tentative auprès de cette cliente. Produit décongelé, ne pas recongeler. Non, c'est marqué tout petit. La responsable du rayon pâtisserie est de passage. Nous lui faisons part de nos problèmes de lecture. Mais pourquoi vous l'écrivez pas en gros? Dans tous les cas, regardez toujours l'étiquette. C'est marqué, on n'est pas hors de la loi. Et ça peut pas être plus lisible parce que là on voit rien. Là. C'est pas notre problème. Les gens, ils font pas attention, monsieur. Des étiquetages illisibles dans certaines enseignes et même totalement absents dans d'autres. Dans ce magasin, nous détectons une anomalie. Il y a une erreur d'étiquetage, alors vous avez un instant, je vais vous montrer. Nous interpellons ce responsable du contrôle sanitaire, croisé par hasard. Alors, la tarte, c'est marqué. Produit décongelé. Si je prends la version tartelette, c'est pas marqué. La tartelette, il y a un problème d'étiquetage. Si ces mentions sont obligatoires, c'est parce qu'il en va de notre santé. Le risque, c'est de recongeler une tarte en ignorant qu'elle l'a déjà été. Notre interlocuteur est bien placé pour le savoir. Il ne faut pas recongeler. Ah non. Pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une charge quotidienne. Oui. Vous montez, vous allez expliquer, mais quand ça va redécouper, vous allez augmenter le sucre. En clair, recongeler une tarte déjà congelée, c'est prendre le risque d'une intoxication alimentaire. Si une partie des tartes industrielles sont à éviter, qu'en est-il de celles que nous préparons nous-mêmes avec amour? La tarte maison est-elle bonne pour notre santé? Retour chez Muriel, notre gérante de tarterie à Bagneux. À quelques minutes de l'arrivée de ses clients, Muriel prépare les tartes du jour. Au menu aujourd'hui, 4 sortes de quiches différentes. Une cuisine généreuse. Ah mais vous allez voir, les quiches, elles sont bien garnies. Une cuisine copieuse même. C'est ce que les gens aiment bien. Et les gens me demandent toujours, mais comment tu fais pour faire des quiches aussi hautes? Une cuisine que certains jugent parfois un peu trop riche. Mais jusqu'à quel point? Des tranches de tomates. Il y a bien des légumes, mais pas seulement. On va cuire les tranches de courgettes légèrement. Alors un petit peu d'huile de rôde poêle. De l'huile. Après, les tranches de mozza. Du fromage. Ensuite, on va mettre le gruyère dans la quiche lorraine. Ah bah, faut pas hésiter, hein. C'est pareil, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et pour l'une des recettes, du boudin noir. Maintenant, on va faire une tarte boudin pomme fort. Alors évidemment, il faut en mettre un peu partout pour pas qu'il y ait client qui soit lésé. Évidemment, une quiche ne serait pas une quiche sans un liant, appelé appareil. Alors là-dedans, on a des œufs, du lait, de la crème, sel, poivre, noix de muscade, et c'est tout. Maintenant, on peut garnir nos quiches. Il faut que ce soit bien garni, bien garni, bien garni. Au final, quelle est donc la valeur calorique de nos tartes? Prenons le cas de la quiche lorraine, la tarte salée préférée des Français. Dans 100 g de quiche lorraine, il y a 274 calories. 10% de calories en plus que 100 g de hamburger, l'ennemi juré des régimes. Alors, on va faire une tarte citron meringuée et meringue italienne. Côté sucré, la tarte au citron meringuée se distingue. Un festival d'ingrédients plus caloriques les uns que les autres. Une pâte sucrée, c'est de la farine, du beurre, du sucre et des œufs. Ensuite, à l'intérieur, la crème citron, c'est des œufs, du sucre, du jus de citron et du beurre. Beaucoup de beurre. Mais c'est pour ça que c'est bon. Et ensuite, par-dessus, on met de la meringue italienne. C'est des blancs montés avec un sirop de sucre cuit à 120 degrés. Moi, personnellement, j'aime pas. C'est trop de sucre pour moi. 274 calories pour 100 g de tarte au citron meringuée. Elle dépasse l'éclair au chocolat et c'est 246 calories au 100 g. L'image de nos tartes, emblème du bien manger, en prend un sacré coup.
Dans la région d'Avignon, nous allons découvrir que certains n'hésitent pas à faire quelques entorses aux recettes traditionnelles pour confectionner des tartes bien plus légères. Bon. Très très bonne, elle est délicieuse. Oui, surtout c'est pas gras. Ce midi, séance de dégustation d'une quiche 2 fois moins calorique que dans sa version classique. Le goût est là, même peut-être plus fort qu'une quiche traditionnelle. Je suis surpris, quoi. Voilà. On a l'apport en féculents, l'apport en légumes cuits, en matière grasse non cuite de qualité. Donc on a tous les bons ingrédients d'une alimentation saine. C'est même fortement recommandé de manger ce type d'assiette à midi. Mélanie est nutritionniste. Dans son atelier, elle dispense des cours de cuisine à des personnes soucieuses de manger plus sainement. Après la quiche, place aux tartelettes aux fraises revisitées. Et ça commence par la pâte. Alors, on va remplacer le beurre par la purée d'amandes complète. Dans les amandes, il y a grosso modo 50% de matière grasse. Mais vu que c'est de la bonne matière grasse... Oui, c'est pour ça que je disais, j'avais peur que ça soit calorique. Oui, mais il faut qu'elle soit nutritionnellement intéressante. Il y a également des fibres. Alors ça, vous pouvez le faire chez vous, juste en broyant vos amandes. Mais surtout, Mélanie va réduire des 2/3 le volume de la pâte par rapport à une recette classique. Juste un peu. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une pâte très fine. Non mais j'ai peur de la casser. Oui. Voilà, on peut la faire bien fine. Elle joue juste son rôle de support, elle amène juste le croustillant, juste le petit goût. Parce que c'est vrai que je sais pas vous, mais quand on mange des tartes à la fraise et qu'il y a plus de tartes que de fraises, vous vous régalez, vous? Non. Voilà, là, on va faire nos petites pâtes. Et pour réduire encore la présence de la pâte, Mélanie va supprimer les rebords de la tarte. Je trouve ça original et ça sera sûrement très élégant, peut-être plus élégant qu'avec des bords. Mais là, pour moi, je pense que la pâte pâtissière va couler, comme il n'y a pas de rebord. Donc je suis curieuse de voir le résultat. Alors maintenant, on va faire la crème pâtissière. La crème pâtissière, c'est la partie gourmande où se loge une bonne partie des calories. Mélanie commence par diviser par 5 la quantité de sucre. Pour 400 ml, on va rajouter 2 cuillères à soupe de sucre complet. Le sucre complet va apporter une note caramélisée, mais il a aussi tendance à foncer la couleur de la crème. Moi, ma crème pâtissière n'a pas cette couleur. Ah, c'est vrai que l'impact visuel n'est pas forcément super positif. Mais vu qu'on va se régaler, on va très rapidement oublier. On va mettre de la vanille en gousse à l'intérieur pour avoir plus de goût et puis un côté plus naturel que les arômes vanille industriels. Le parfum de la vanille naturelle associé à la saveur du sucre complet va renforcer le goût de la crème et gommer son côté allégé. C'est délicieux. Vraiment. Et on a l'impression que c'est plus sucré, alors qu'il y a moins de sucre. Une bonne surprise, c'est très très bon, très fort en goût, c'est crémeux. Ça rappelle un peu l'enfance d'ailleurs, ces crèmes vanillées comme ça. À l'arrivée, une tartelette aux fraises, 6 fois moins calorique. Mettre en valeur un légume ou un fruit, c'est l'esprit de la tarte. Ça donne envie de le manger. Voilà. Regarde ça de près. C'est super. Et facile à faire. Et ça va? Ouais. On y est arrivé. Génial. Ça fait super pour présenter. Ah oui, bien sûr. Prenez-le, oui. Surtout lorsque ces fruits et ces légumes proviennent du jardin. Près de Cherbourg, nous avons rendez-vous dans le potager d'un grand pâtissier. Ah, on va couper un petit plan de rhubarbe. Chaque jour, Jean-François Fouché entame sa journée au milieu de ses plantations. Ça, c'est l'angélique. Oh, c'est un goût très herbacé, quoi. Donc ça, on le confie généralement. Une merveilleuse tarte aux fraises, ça s'accorde très très bien avec la fraise. Voilà, je fais mes petites courses le matin avant de partir dans le jardin. Je me prends mes petites herbes, la bourrache sauvage. Regarde ça. Une petite tarte au fromage et framboise avec ça, ça peut être super. Il y a quelques années, Jean-François Fouché s'est mis en tête de fabriquer ses tartes à partir des produits de son jardin. Le potager n'y suffisant pas, il a décidé de planter une vingtaine de jeunes arbres.
Donc là, tu as des coins qui vont être pas mal. Ah, tout ça, c'est des prunes. Là, tu vois, une belle pomme Calvi. Tout ça, c'est pour les pâtisseries. Hein. L'idée, c'est petit à petit d'implanter tous les ans et puis d'être autonome. Si la matière première est jolie, si les fruits sont jolis, ça fera des belles tartes. Et moi, je sais d'où ça vient. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire là, quoi. Les tartes, c'est ça, c'est vraiment le fruit qu'on va ramasser dans le jardin avec les parents ou les grands-parents, et puis après on fait une tarte aussitôt avec, quoi. Moi, je me rappelle avec mon grand-père, il avait des pêches jaunes, magnifiques, mais bien mûres. On faisait une petite crème vanille et puis dessus on posait les pêches juste pelées, crues comme ça. C'était fabuleux, quoi. Très simple mais très très bon. Alors moi j'aime bien mettre des petites fleurs de soucis. Moi, si un client me dit on a senti le fruit comme j'avais le fruit de mon enfance dans des tartes de mon enfance, ben ça c'est le plus beau des compliments, quoi. Rhubarbe et fleurs de bourrache, framboises, asperges et radis. Les radis, on va mettre des fines lamelles. Entre ses doigts, la tarte explore des formes nouvelles et ose des mélanges audacieux. Moi, j'ai peur de rien. Il ne faut pas se mettre de barrière, quoi. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Avec ses variantes, avec ses recettes sans cesse renouvelables, la tarte n'a pas fini de nous surprendre.